Le jour de l'inauguration du mondial de l'automobile, le président de la République a été clair. Les comportements les plus contraires à la sécurité routière doivent être dénoncés et beaucoup plus lourdement sanctionnés. Quelques jours auparavant, Gilles de Robien, ministre des Transports, s'est engagé personnellement à améliorer son comportement de conducteur. Chargé maintenant de la sécurité, je suis moi-même beaucoup plus respectueux des textes, des panneaux, parce qu'on a, je crois que vous avez raison, on a valeur, excusez-moi le terme, d'exemple, c'est-à-dire quelque part il y a un symbole. Si lui, alors, il ne suit pas les consignes qu'il donne aux autres, qui va le croire et qui va les suivre? Donc on a une obligation d'exemplarité. L'exemplarité. Nous avons voulu voir si la voiture du ministre respectait les règles élémentaires de la sécurité routière. Derrière les vitres teintées, il y a le ministre, son garde du corps et au volant son chauffeur. Première petite infraction, un dépassement par la droite. Mais on peut se dire, qui ne l'a pas fait? Deuxième infraction, le feu passe à l'orange. Selon le code de la route, la voiture aurait dû s'arrêter, surtout celle d'un ministre. 2 heures plus tard, encore un feu orange et la voiture qui s'engage dans le carrefour. Mais à suivre un ministre toute une journée, même avec une caméra cachée, il arrive forcément un moment où l'on se fait remarquer. Non mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Bah oui, mais vous savez, vous prenez des risques en faisant ça. Pourquoi? Bah parce que, attendez, c'est une personnalité, de la sécurité, nous. C'est qui? Alors moi, je vous fais interpeller et puis c'est tout, on en reste là. Vous avez les papiers? Et en effet, nous en resterons là, tout le monde ne peut pas se payer un officier de sécurité. Par contre, nous avons voulu savoir si la tolérance zéro s'applique bien à tout le monde. Nous avons alors placé une cocarde, une casquette de policier et donc un semblant de voiture officielle sur un passage piéton d'abord. Et ensuite, sur un axe rouge, les Champs-Élysées. Il n'a fallu que quelques minutes aux fonctionnaires de la préfecture de police pour la repérer. À l'évidence, la cocarde et la casquette placées sur le tableau de bord les intriguent. Après un temps d'hésitation, il verbalise la voiture officielle d'une amende de 35 €, soit 230 francs. Quel que soit l'endroit et que ce soit l'ordre des médecins, celui des avocats, le véhicule mal garé a toujours été verbalisé. A priori donc, aucun passe-droit, sauf peut-être pour ceux qui parviennent à faire sauter ces PV. Antibes dans les Alpes-Maritimes, l'une des plus grandes discothèques de la Côte d'Azur. Pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'alcool au volant, la prévention routière et la discothèque organisent des nuits capitaines de soirée. L'entrée est gratuite pour ceux qui ne boiront pas d'alcool. Si vous devenez capitaine de soirée, vous engagez d'une part à ramener les personnes qui sont avec vous et vous engagez à ne pas boire du tout de boissons alcoolisées. À la fin de la soirée, lorsque vous partez, on vous redonne les clés que si votre test d'alcoolémie qu'on vous fera subir est négatif. Ouais, non, il n'y a pas de souci. L'intention est bonne, mais l'efficacité de ces soirées n'est pas évidente. Les volontaires sont rarement ceux qui boivent le plus. La moitié, c'est des ivrognes, sauf ceux-là. Ceux-là, eux, ils boivent pas. Les entrées gratuites sont limitées ce soir. Ils sont moins d'une centaine à porter le bracelet de capitaine de soirée. Il y a à peu près, je sais pas, il doit y avoir 1000 personnes qui ont la voiture ce soir, je sais pas, 500. Et il y en a que 88 qui donnent les clés, donc il y en a beaucoup, à mon avis, qui rentreront bourrés ce soir. L'alcool au volant tue 7 personnes chaque jour en France. Malgré les campagnes de sensibilisation, les jeunes sont les premières victimes de ces accidents. D'année en année, ils sont de plus en plus nombreux à se tuer en sortant des boîtes de nuit. Avec toujours les mêmes responsables, l'alcool et une prise de risque excessive. En France, le taux d'alcool au volant ne doit pas dépasser 0,24 mg par litre d'air expiré. Pourtant, combien de ceux qui reprendront la route ce soir seront en mesure d'afficher un taux inférieur à celui autorisé par la loi? Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ce soir? Un verre. Un verre? Roulez bourré, roulez. On a bu 2 verres de Sky. Eh, moi, je me suis mis rond des blés, putain. Vous avez bu beaucoup? Un petit peu, on va dire, hein, quand même. Combien? 2, 3, 4, 5 litres, on va dire. Vous avez un peu bu ce soir? Vous vous sentez en état de conduire? Tout à fait. Complètement? Complètement. Il y a des gens qui arrivent à contrôler et des gens qui n'arrivent pas. Et vous arrivez? Sans problème, ouais. On a un ballon, on fait un test pour voir? Non. C'est anonyme, hein? Non.
Vous voulez pas? Vous pensez que ça peut être positif? Ouais, ça va être positif, c'est sûr. Et vous prenez la voiture quand même? Et alors? Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il conduit, il est con. Pourquoi? Eh ben, il est bourré. Vous pensez que vous êtes en état de conduire ce soir? Oui. Jusqu'à 4h59 et à 4h59, je suis attends, mais tu crois que t'es plus en état? Ouais. Ah, si tu veux, là, c'est pas une question de prévention, c'est une question de qui peut le plus. Quoi. Vous voulez pas faire un petit test pour voir? C'est bon? Ouais. Oh la vache. Ouais, de toute façon, je sais pas. Ça monte, ça monte. C'est jaune ou c'est vert là? Ça vire vert. Ouais, mais bon, il est plus jaune que vert. Hein. Non mais essaye pas de marchander. Il est vert foncé le bazar. Ouais, mon pote. Ces couleurs-là, tu les as jamais vues, bah, c'est le programme. Ah, vous êtes au-dessus de la barre là. Non. Arrête tes conneries. Hein? Ouais, c'est pas vrai. En 2001, plus de 8000 personnes ont été tuées sur le réseau routier français et 26 000 grièvement blessées. Si le nombre d'accidents a diminué, ils sont en revanche de plus en plus graves. Ce sont les routes nationales et les départementales qui sont les plus meurtrières. Et pourtant, c'est là qu'il y a le plus de contrôle. Ça roule vite là, hein? Antibes, sorti de la discothèque, un autre capitaine de soirée, le capitaine Amblard. Il commande l'escadron de la sécurité routière des Alpes-Maritimes. Ici, la vitesse est limitée à 50 km/h. 115, la voiture. « 115 km/h à cet endroit-là, ça veut dire que sur la ligne droite, sur le bord de mer, cet automobiliste devait être certainement à une vitesse encore supérieure à celle qu'on peut constater. Il est mal, oui, il est mal. En plus, il va être soumis au dépistage de l'alcoolémie. Et je souhaite pour lui que ce soit négatif, parce qu'alors là, ce serait encore beaucoup plus grave devant le tribunal. 115 km/h, vous faites l'objet d'une rétention immédiate de votre permis de conduire, monsieur. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Le conducteur est invité à souffler dans un éthylomètre embarqué dans le fourgon. 0,62, monsieur. 0,62, c'est plus du double du taux autorisé par la loi. 0,24. 0,62 mg par litre d'air expiré à l'éthylomètre. Donc là aussi, largement au-dessus de la dose autorisée. Pendant plusieurs mois, son permis de conduire va être déposé en préfecture. La rétention immédiate du permis de conduire, c'est l'arme la plus efficace des gendarmes. Mais la procédure est lourde. Au bout de 3 alcoolémies positives, tous les gendarmes sont occupés à verbaliser et n'ont plus le temps de contrôler. Ceux qui n'étaient pas capitaines de soirée peuvent alors rentrer chez eux sans retenir leur souffle. Les Alpes-Maritimes est le secteur de l'autoroute A8 qui va d'Aix-en-Provence à la frontière italienne. Une zone surveillée nuit et jour par les patrouilles de l'escadron de gendarmerie de Mandelieu. C'est une route qui est déjà très fréquentée, surtout aux heures de pointe. Une circulation qui normalement est limitée à plusieurs endroits à 70 km/h. On vient de passer un virage particulièrement meurtrier. Quand je dis meurtrier, c'est bien le mot, puisqu'on a déjà comptabilisé de nombreux tués dans ce virage-là. Donc ça ne pardonne pas. C'est l'une des routes les plus meurtrières de notre département. Un département qui a enregistré en 2001 plus de 4000 accidents et 107 morts. À elle seule, l'autoroute A8 concentre 100 000 véhicules par jour. Surnommée le périphérique de la Côte d'Azur, elle est l'autoroute la plus surveillée de France. 200 caméras observent son trafic 24 heures sur 24. Des caméras qui avaient enregistré ces accidents spectaculaires, des images chocs qui justifient les nombreux contrôles des gendarmes. Vous pouvez remarquer toutes les traces de véhicules qui ont été percutés, les plots en béton. Regardez, tout le long de ce virage, les glissières de sécurité sont régulièrement changées. Les panneaux, c'est quand même bien indiqué. On est toujours en zone de 70 km/h. Les gens savent que c'est surveillé, il n'y a pas de piège. Les gendarmes à l'interception sont sur le bord de la route. Tout est parfaitement visible et c'est pas pour ça que certains ne vont pas continuer à rouler vite. Pour contrôler les vitesses, les gendarmes installent sur le bord de la route un cinémomètre. Ce radar qui montre que peu de voitures roulent à moins de 70 km/h.
Même là, sur le bord de la route, la présence du gendarme n'arrive pas à faire baisser la vitesse. C'est quand même surprenant, regardez. Regardez, zone 70 km/h, regardez celui-là sur la voie de gauche. Il n'est pas à 70 km/h. 4 véhicules qui se suivent, qui sont au-delà de la vitesse. 135 km/h. 135 km/h pour un cabriolet blanc, un 100 NX Nissan blanc, 135. Elle est décapotée sur le dessus. Hein. C'est la patrouille moto qui part en chasse. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale, police de la route, veuillez descendre votre vitre s'il vous plaît. Voilà monsieur, vous avez été contrôlé à la vitesse de 135 km/h dans le virage où c'est limité à 70. Vous avez votre permis, votre carte grise s'il vous plaît? Alors monsieur, je vous explique, étant donné que c'est un gros excès de vitesse, nous allons procéder à la rétention immédiate de votre permis de conduire. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, vous n'avez plus le droit de conduire. Eh oui. Le jeune homme n'en revient pas, il encaisse sans rien dire, mais vous allez voir que cela ne se passe pas toujours aussi bien. Là c'est bon. La vitesse, Vadou ? 134 km/h. C'est une dame qui va certainement au travail. 70 km/h vitesse limitée, 134 km/h à notre appareil. Ça veut dire que cette dame va repartir sans son permis de conduire aujourd'hui. Vous allez prendre soit un taxi pour rejoindre votre destination finale, soit vous appelez quelqu'un qui se fait accompagner d'une autre personne titulaire à permis de conduire pour récupérer votre véhicule. La jeune femme choisit alors d'appeler quelqu'un, mais elle ne trouve personne. Bien sûr, madame. Attendez, je vous rappelle, je demande un peu d'indulgence parce que moi, mes lieux de travail, c'est Grasse, c'est Nice. Si je peux plus travailler, mais c'est la cata complète. Si vous avez réellement besoin de votre permis de conduire pour travailler, madame, eh bien, il faut modifier totalement votre façon de conduire. Hein, il ne faut pas inverser non plus la situation. Il faut que tu viennes. Et ensuite, il faut que tu te débrouilles pour récupérer la voiture. Ils veulent plus que je la conduise. Calmez-vous, madame. Ce n'est pas nécessaire de vous mettre dans cet état-là. Personnellement, ça me gêne de voir des gens pleurer. J'ai vu dernièrement quelqu'un se mettre à genoux sur le bord de la route pour nous supplier de lui rendre son permis de conduire. Je vous demande de vouloir souffler, s'il vous plaît. Test négatif. Que vous en mettiez des gens qui boivent, ça je le conçois tout à fait. Mais des honnêtes gens qui roulent 2 fois plus vite que la vitesse maximum autorisée, madame, je suis d'accord. Là, beaucoup d'une délinquante routière. Ce sont des gens comme ça qui occasionnent ou qui sont les victimes d'accidents de la route. Mais lorsque vous voyez des enfants sortir d'une voiture, eux pas trop blessés, et des parents déchiquetés à l'avant, les larmes ne sont pas les mêmes et c'est des scènes qui sont insoutenables. Et malgré une carrière assez longue en gendarmerie, je ne m'y suis toujours pas habitué. Bien non, on se rend sur les lieux d'un accident qui a été signalé, a priori un accident corporel, mettant en cause 2 voitures, donc sur l'autoroute en direction de l'Italie. Allez. L'accident vient de se produire, les passagers sont déjà sortis des voitures. Il y a des blessés? Il y a des blessés? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Vous savez pas? C'est vous, monsieur, qui était dans la voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais absolument pas. C'est-à-dire, vous étiez dans quelle voiture? J'étais dans cette voiture-là, j'avançais tranquillement, et puis apparemment une voiture qui doublait par la droite, et celle-là, en voulant se rabattre, m'a coupé la route, et puis voilà. Vous avez fait un tonneau? Plusieurs tonneaux? Pas mal. Ça sent intéressant. C'est votre voiture? Oui, c'est ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'une voiture m'a doublé par la droite en me faisant une queue de poisson. C'est une 307
qui est parti, qui est repassé là, on n'a pas compris pourquoi. Il est repassé ici, de ce côté, je sais pas, 10 minutes après. Et on attend. Vous voulez peut-être voir ce qui s'est passé peut-être. Ouais, voilà, je pense qu'elle a dû se rendre compte de ce qui s'est passé, mais partir après. Malgré la violence de l'accident, grâce à la ceinture de sécurité, il n'y a que 2 personnes légèrement blessées. Des témoins qui se trouvaient derrière la voiture confirment la version du conducteur. Une 307 a fait une queue de poisson en doublant par la droite avant de s'enfuir. Ils ont vu ensuite quelque chose de plus choquant encore. Le conducteur du véhicule qui a occasionné cet accident donc, a effectivement pris la fuite. Des témoins ont relevé le numéro d'immatriculation. Cette personne donc, serait allée tourner au niveau de la sortie suivante Mandelieu pour repasser dans le sens inverse, se serait arrêté. Alors tout ça c'est à vérifier pour prendre des photographies. Voilà, donc dès lors une enquête donc, est en cours pour vérifier tous ces éléments. 2 heures plus tard, à la gendarmerie de Mandelieu, les enquêteurs entendent le témoignage des occupants de la voiture qui étaient derrière la 307 blanche, celle qui a causé l'accident. Disons que quand on l'a vu arriver, quand on l'a vu doubler par la droite, on s'est spontanément dit non, c'est pas vrai, il va pas le faire, il va pas passer. Et il l'a fait. Et effectivement, voilà, 2 voitures se sont retrouvées sur le capot. J'ai vu juste des cheveux blancs, une paire de lunettes. Et je pense que ouais, le monsieur, la cinquantaine, quoi. Cinquantaine bien passée, quoi. Et on a vu effectivement la 307 venir stationner sur la bande d'arrêt d'urgence. En face de l'accident, il a pris son appareil photo et il a photographié l'accident. Quand on a vu ça, on était tous un petit peu effarés. Donc, la réaction vive, je dirais, du passager d'un des véhicules qui s'est retourné en essayant d'aller l'interpeller. Et le monsieur est reparti immédiatement. Et alors là, au niveau de la plaque, vous avez vu quoi là? Le premier nombre, enfin 25, et le dernier, 74. Mais écoutez, merci. Et puis, de toute façon, j'ai votre numéro, si on a besoin de... En parallèle de la gendarmerie, nous décidons alors de mener une enquête. Merci, au revoir, monsieur dame. De notre côté, nous avons appris que plusieurs véhicules immatriculés dans le 74 ont été aperçus près du lieu de l'accident dans un chantier. Effectivement, sur le site, il y a une voiture immatriculée en Haute-Savoie. Ce n'est pas une 307, mais un air de famille peut expliquer une erreur. Renseignement pris, cette voiture est utilisée par le responsable du chantier. Bonjour, excusez-moi, je cherche le responsable du chantier, vous savez où il est? Il doit être par là. C'est pas sa voiture là, non? C'est sûr que c'est sa voiture. Allez voir là-bas. Ouais, j'allais voir. Le responsable le voilà, mais son visage ne correspond pas à la description des témoins, sauf que l'homme n'est sans doute pas le seul à conduire cette voiture de fonction. Nous sommes allés jusqu'au bureau de la société. Bonjour. Vous avez combien de responsables de chantier ici? 3, 4, 5? Parce que j'ai vu des plaques sur les chantiers 74. C'est parce que le siège social est en Haute-Savoie. Ah ouais, d'accord. Pendant que nous parlons, un homme qui correspond au signalement entre dans un bureau. Il accepte alors de nous recevoir. La cinquantaine, les cheveux blancs, il porte des lunettes. La description faite par les témoins. En sortant des bureaux sur le parking de la société, une 307 blanche immatriculée 74 vient d'arriver. Nous cherchons alors son conducteur. C'est une petite question. Il y a d'autres gens qui sont arrivés là, non? C'était des gens de chez vous qui sont passés? Le responsable de conducteur de travaux, vous voyez, il est assez speed là. Vous pensez que j'ai pas eu juste 2 secondes que je lui dise bonjour non? Non, moi je le dérange pas parce qu'il est trop speed. Non, moi je le dérange pas. Il va partir, il reste. Je peux repasser dans une demi-heure. Une demi-heure plus tard, le conducteur vient reprendre sa voiture. Lui aussi correspond au signalement. Cheveux blancs, lunettes, la cinquantaine. Ah d'accord. Hein? Vous êtes peut-être en rendez-vous, non? Oui, parce que non, c'est pas un rendez-vous, c'est que l'hélico nous attend. Ah, l'hélico vous attend, bon. Là, bon, les horaires c'est très dur, mais il n'y a pas de problème, on arrivera bien. Vous êtes un homme pressé? Non. Rapide. Un homme rapide, d'accord. C'est beaucoup de choses. Tellement de choses qu'en le suivant quelques instants, nous découvrons que l'homme ne semble pas être un fin connaisseur du code de la route et de ses feux rouges. Nous décidons alors de montrer ces images tournées en caméra cachée aux victimes de l'accident. Nous leur avons fixé rendez-vous à Cannes chez l'homme qui avait perdu le contrôle de sa voiture après la queue de poisson de la 307 blanche. La jeune femme témoin de l'accident est là également. Nous leur présentons les visages de ceux que nous avons filmés. D'abord le chef du chantier.
Et c'est absolument pas lui, ça c'est clair. Puis celui qui nous a reçus dans son bureau. Ça vous dit quelque chose? Non, je pense pas, je pense que... C'est pas lui. Non. Rien de probant jusqu'au moment où la 307 blanche apparaît sur l'écran. Pour moi, la voiture, c'est celle-là. Ça, il n'y a pas de doute. C'est bien garé. Ouais, sur une plaque d'indication. Oh la vache. Donc apparemment, en plus, ce serait celle-ci. Cet homme-là, effectivement, ça y ressemble beaucoup. Ouais, c'est plus très honnêtement, être affirmative et dire oui, c'est lui. Moi, j'ai surtout en tête le profil du personnage. Moi, le... Est-ce qu'on vous prépare peut-être un petit article sur les activités? Vous êtes peut-être en rendez-vous, non? Vous êtes un homme pressé? Non, un homme rapide. Je pense que ça fait partie de ces personnes très égoïstes qui vivent pour eux, qui se préoccupent pas de... Enfin, que ça intéresse assez peu, finalement, que les autres intéressent assez peu. Donc, effectivement, voilà, c'est le cadre sup qui se la raconte un peu et qui est au-dessus de tout. Donc, c'est l'homme pressé qui vaut bien plus que tout le monde. Moi, cet homme, il m'écœure, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faudra attendre le prochain accident où peut-être il tuera des personnes pour que cette personne-là subisse des méfaits sur son comportement en voiture. Ben moi, si je sais que les gendarmes arrivent à entendre cette personne et qu'il s'avère qu'en fin de compte, que ce soit celle-ci qui ait provoqué l'accident, moi, je porte plainte contre cette personne. Porter plainte car non seulement il a frôlé la mort, mais pour l'instant, en l'absence de l'auteur, c'est lui le responsable de l'accident. Il peut être poursuivi pour blessure involontaire et pour la destruction des deux véhicules, de quoi être révolté. À la gendarmerie, l'enquête aboutit à suspecter le même conducteur. Il convoque le dernier témoin et lui présente le visage de l'homme. Oui, oui. Ah oui, sans problème. Ça correspond plus. Il n'a pas eu la moindre hésitation, les gendarmes décident de le convoquer. Allô? Bonjour monsieur, la gendarmerie de Touroute demande de lieu. Oui. Vous êtes sur le Canet là actuellement? Tout à fait, oui. Très bien. Nous avons un dossier vous concernant et il faudrait que vous vous présentiez le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans la demi-heure qui suit, puisque vous n'êtes pas très loin. C'est pas un excès de vitesse, non? Je vous expliquerai tout ça de vive voix dès que vous arrivez au bureau. Moi, j'essaye de faire un saut rapidement. Oui, ah ben, faut pas essayer, hein, faut venir, hein, c'est pas pareil. D'accord, ok. Ok? Prenez votre temps, hein, roulez prudemment quand même. Hein. Non, sans problème. Je vous remercie monsieur, à tout de suite, au revoir. Une demi-heure plus tard, le conducteur de la 307 suspecte se présente. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc il est 9h55. J'ai donc, je vous informe tout de suite, vous allez être placé en garde à vue sur ordre du procureur de la République dans le cadre d'une enquête judiciaire qui a pour objet un accident de la circulation sur l'autoroute qui est survenu le 30 août et dans lequel un véhicule a pris la fuite. Je vous explique. Hein. L'homme paraît étonné. Des investigations ont été menées jusqu'à présent et laisseraient penser que vous pourriez être le chauffeur qui ne s'est pas arrêté sur le lieu d'accident. Et là, il va falloir vous expliquer clairement sur toutes les questions que nous allons vous poser. Première vérification des gendarmes, l'homme a bien une 307 blanche immatriculée en Haute-Savoie. Les deux premiers chiffres de la plaque correspondent à la déclaration des témoins. Sur la carrosserie, il n'y a aucune trace de choc. Je vais vous demander de passer juste à côté. Ah non, bah alors là, vous me foutez par terre. Le 30 août, c'est un accident sur l'autoroute? Oui. Attendez, donc on notifie le droit. Non, mais ça y est, c'est moi qui ai téléphoné à la borne. Ah bon? J'ai téléphoné à la borne de l'autoroute, deux voitures qui ont fait les tonneaux, derrière moi. Enfin, derrière vous, je sais pas. Hein, ah ben, moi, je sais, parce que j'ai vu dans le rétro, c'est moi qui me suis arrêté à la borne pour prévenir. C'est une borne... Il reconnaît qu'il était donc bien sur l'autoroute au moment de l'accident, mais d'après lui, les mauvais conducteurs seraient plutôt les autres. J'étais derrière un convoi formé par une Fiat, une 306, qui visiblement cavalaient comme des fous. D'accord. Vous étiez derrière? J'étais, moi et mon doublé, j'étais sur la voie milieu. D'accord. Une Fiat m'a doublé. Suivi d'une 306, tout ça, ça tournait comme des ballons. À ce moment-là, ça a brassé, ils sont écartés. Ils sont serrés à droite, d'accord, oui. Enfin, au milieu, quoi. Au milieu, ouais. Moi, je suis passé, voilà. Et après, en roulant, j'ai senti quelque chose au conduit, et j'ai vu des trucs très lointains qui tournaient dans le rétroviseur. Pour moi, j'étais déjà à un bon kilomètre.
1 kilomètre, c'est une distance qui le mettrait donc à l'abri de toute responsabilité. Pour lui, ces deux personnes se tiraient la bourre. Pour l'instant, dans ce qu'il dit là, il n'a bien sûr aucune responsabilité dans cet accident. Non, je voudrais savoir maintenant vraiment qu'est-ce qui se passe. Voilà, bah écoutez, là maintenant. Non, là c'est là-bas. Ah, pardon. Je vais vous reposer des questions, ok, un peu plus ciblées, si je puis dire. Alors, contrairement donc, à vos déclarations, plusieurs témoins affirment que c'est la 307 de couleur blanche qui est arrivée très rapidement derrière la petite voiture bleue qui roulait sur la voie de gauche. Que répondez-vous? Je réponds que c'est faux. J'affirme le contraire. Je réponds que c'est faux. Je n'ai jamais dépassé par la droite ce véhicule bleu. Ni aucun autre véhicule. Ni aucun autre véhicule, non. Non, mais attendez, ce matin, vous m'interrogez sur là, vous avez l'air de me reprocher un certain nombre de choses. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Moi, je ne sais plus, là. Je vais être infusible. Là, on est en train de me faire un faux procès, je ne sais pas. Non, je ne veux pas savoir. Moi, je ne vous fais pas un faux procès, je vous pose des questions et on va y arriver. Je ne suis pas dans une enquête policière. Moi, bon, alors, en aucun cas, je la fuite. Le conducteur de la 307 a réponse à tout, même pour la photo. Il va trouver une explication. Je savais que c'était l'accident dont j'avais prévenu, hein. Et je vous dis, j'ai même pris, sur la bande d'arrêt d'urgence, quand j'étais arrêté dans la file là-bas, j'ai même pris une photo. Je l'ai la photo. J'ai allé pendant l'appareil, je ne sais pas comment elle est, j'en sais rien. Je peux vous le donner. C'est quoi cet appareil? Un truc jetable de chantier que j'ai. Et moi, quand il y a un accident ou un truc comme ça, je fais toujours une photo, ça peut servir ou un truc comme ça. En remontant dans le sens, j'ai dit, tiens, tac, j'en prends une. Au même titre, je ne vais pas vous dire que je suis collectionneur. Au même titre, j'en ai quelques-unes dans mon... L'homme ne se dit pas collectionneur, enfin juste assez pour avoir d'autres photos d'accidents sur lui. C'est 24 heures du Mans, ça. Alors, vous voyez que je garde de temps en temps, je garde des photos d'une Ferrari qui s'était scratchée. Hein bon, ça n'a rien à voir avec le truc, mais je dis bon, bah j'ai pris. Ouais, parce que moi aussi je prends des photos. Ouais. Je veux dire, c'est pas par esprit morbide Pas d'esprit morbide n'empêche que son explication n'a convaincu ni les gendarmes, ni le procureur de la République qui décide que l'homme passera la nuit en cellule jusqu'à la fin de sa garde à vue. Il sera jugé pour délit de fuite, blessure involontaire, dépassement par la droite et queue de poisson. Il risque 5 ans de prison et la confiscation de son permis de conduire. C'est vrai que là, il doit se retrouver dans une situation très très bizarre pour lui, hein, parce que d'après lui, il n'a rien commis pour l'instant, hein, il n'a commis aucun accident, aucun délit de fuite. Et là, il se retrouve quand même dans un processus judiciaire qui, je pense, le dépasse un peu quand même. L'homme sera libéré le lendemain matin. Il sera convoqué devant le tribunal au mois de juin prochain pour son comportement dangereux. La brigade rapide d'intervention sur l'autoroute près de Mandelieu. Le chef Dominique Leclerc a été formé à la conduite à grande vitesse. C'est une voiture qui peut rouler jusqu'à combien? C'est une voiture qui prend les 230 km/h. 230 km/h, on est 100 km/h au-dessus de la limite. Personne ne roule à ces allures-là? Si, malheureusement si. Et étant de manière quotidienne sur l'autoroute, je peux dire qu'il y en a de plus en plus, hein, et que nous passons rarement un service sans engager une poursuite. Pour engager une poursuite, il ne faut pas attendre très longtemps. Il suffit aux gendarmes d'être vaguement cachés et après quelques dizaines de minutes, c'est une moto qui vient de passer à grande vitesse. Je crois qu'il doublait par la droite. Hein. Il fait beaucoup de bruit, mais c'est pas spécial. Mais doubler par la droite, c'est possible. Il est là. 170, voilà, dépassement par la droite. Hein. Non, pas encore. Pas encore, ça va venir, ça suit. Là, il vous a pas vu? Non, non. Vraiment pas trop. Enfin, ça le démange. S'il ne voit pas, il va se faire la voiture. Il hésite. Hein. Il va y aller. Wow! Ah ouais. Regarde. Et tout à droite, hein. Il double tout par la droite, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il double tout le monde par la droite. Hein. Bon, prends le numéro. C'est une nanasse. Hein. Non. Il nous a pas vu encore, hein. Venez avec nous là. Vous nous suivez. Vous vous arrêtez là. Vous arrêtez là. Vous arrêtez. Oh, encore un con là. Peut-être là. Alors là, s'il n'a pas dépassé à droite, il n'aura jamais dépassé de sa vie. Hein. Bon monsieur, coupez le moteur déjà. Il faudrait voir les papiers de la machine, s'il vous plaît, votre permis de conduire.
Il se passe que sur autoroute, comme votre part, on ne double pas par la droite. Ouais, on double pas par la droite. Motard ou pas motard. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un paquet de mecs qui sont au milieu, qui sont à droite. Non, mais regardez, ils sont pareils. Quand il y a trop de monde, il y a trop de monde. Hein. Vous n'allez pas aller plus vite que la moyenne. Donc on va vous dresser un procès verbal, on va vous expliquer le montant de l'amende. Et vous le savez très bien de toute façon. Vous reconnaissez l'infraction, monsieur, ou pas? Le motard prétend avoir oublié son permis de conduire. Le chef Leclerc vérifie alors auprès du fichier central qui lui signale une anomalie. Dites-moi, monsieur, vous avez le permis B? Non, que le permis moto. Et vous l'avez eu, le permis B? Vous l'avez déjà passé, le permis Oui, j'ai déjà passé. Et pourquoi vous ne l'avez plus? Je l'avais plus. Pour quelle raison? Parce que j'ai eu un accident. Vous avez eu un accident? Ouais. Et suite à ça, on vous a retiré le permis? Ouais. Vous avez un accident pour quelle raison? Rien. Excusez-moi, attendez, on va aller ici parce que je... Mais c'est personnel. C'est personnel? Ah, tout fait. Et ça n'a rien à voir avec un problème de code de la route. Ah, j'ai du mal à comprendre. Non, oui, moi aussi, ouais. J'ai eu beaucoup de mal. Hein. J'ai mis 5 ans pour le comprendre. Mais dans les grandes lignes, ça a trait à quoi? Un scooter. J'ai plus voulu retoucher une voiture de ma vie et j'ai attendu 5 ans pour pouvoir conduire un véhicule et j'ai passé mon permis moto. Un scooter qui avait le casque ici, il est descendu en trombe sur le côté droit, je ne l'ai pas vu, je me le suis pris, on m'a foutu en tôle et tout, au total quoi. Ok, bah, c'est que votre responsabilité a été avérée, non? Oui, mais le problème c'est qu'ils ont voulu faire un exemple et je me suis fait avoir. Quoi. Ce que ne dit pas le motard, c'est qu'il a tué le conducteur au scooter qui avait 15 ans. C'était à un carrefour pas très loin d'ici, il y a 5 ans. La victime avait été projetée à plus de 30 mètres. Et même si, d'après lui, il n'y avait pas d'infraction au code de la route, il avait malgré tout grillé un feu rouge. Ça fait beaucoup de bruit aussi, non? C'est la laine dedans qui manque un peu. Ça fait du bruit. La plaque minéralogique derrière n'est pas conforme. Vous doublez sur la droite et vous discutez tout. Et vous discutez tout. Bah ouais. Faut pas discuter quand on est en faute. Hein. Les gendarmes ont appliqué la loi, le motard est reparti avec 3 points en moins et une amende de 90 €. C'est surtout après la tombée de la nuit que certains automobilistes se croient tout permis. On a vu une voiture de sport, on l'a passée à très vive allure. La voiture de sport qu'ils ont repérée, c'est une Porsche. Il est à 190 là. Elle dit mais gyrophare, on n'aura pas le temps de sortir. Les gendarmes lui font signe de les suivre. Les moustiques qui vont être collés sur... Vous présentez les papiers de la voiture, monsieur, votre permis de conduire? Ouais. Vous savez à quelle vitesse vous étiez? Ah non, pas du tout, j'avais la trousse. À 190 à mon compteur, on n'arrivait pas à vous rattraper. Bah, j'ai pas fait du tout attention. Bah oui, mais il faut faire attention, monsieur. Bon, on va déjà vérifier les papiers. Vous avez tous les points sur votre permis? Comment? Vous avez tous les points? Ouais, pitié, je les ai tous. Non, mais essayez d'être cool parce que... Non, vous savez, on n'est pas payé pour être cool, en fait, on est payé pour stopper ce genre de comportement. Ce qu'on a constaté, c'est une infraction. Malgré tout. Alors c'est une amende, voilà, c'est une contravention. Je ne vous cache pas que j'ai eu la trouille. Bon, alors si vous avez eu la trouille, maintenant vous allez vous calmer, vous allez rentrer chez vous tranquillement. Donc c'est une contravention de 4e classe. C'est une amende que vous pouvez, si vous le souhaitez, payer sur le champ. Ouais, je vais le faire. 90 €, voilà, et qui n'entraîne pas au jour d'aujourd'hui, pas encore, bien malheureusement, de retrait de points sur le permis de conduire. Voilà. Hein, 90 € seulement parce que l'infraction n'a pas été relevée avec un radar. Les gendarmes verbalisent simplement une vitesse excessive. Pas de quoi inquiéter ce collectionneur de belles voitures. Vous en avez eu combien, monsieur? 4. 4? C'est une passion, si je puis me permettre, c'est une poisson qui doit coûter cher quand même. Ouais, mais bon, je suis pas smicard, mais non, je suis pas milliardaire. Il faut voir les choses. Moi, je suis passionné de voiture. C'est pas pour afficher un rang social. Dès que je la vois déjà, même quand je prononce le mot, c'est Ferrari. Déjà. Alors vous avez le stylo Ferrari, le sac Ferrari, le pendentif Ferrari, la montre Ferrari. Vous êtes un fanatique de Ferrari. Et quand on est fan, il n'y a pas de limite. On l'avait jamais faite celle-ci. Croyez-moi, sur la route, on en voit. On en voit. Mais le coup du tatouage Ferrari... Enfin voilà, non mais écoutez, que ça vous serve de leçon. Je peux vous montrer quelques photos? Oh, si vous voulez. Vous voyez, quand on intervient, nous, sur des... Voilà. Vous voyez, la jeune fille, là? Elle était amputée d'un bras. Oh, putain. Et le bras, je vais vous le trouver, il est ici. Voilà. Ça, c'est l'autre bout. Non, vous avez des enfants? Bah, j'ai une fille qui Quel a âge? à peu près bientôt de cet âge-là. Voilà. Elle a 18 ans. Bon, voilà, donc, le petit ami vient d'avoir le permis et je gueule parce qu'il accélère dans ma ville comme un sauvage. Quoi, et ben voilà. Alors j'ai gueulé comme un veau. Voilà, donc c'est vous qui gueulez et puis c'est vous qui ramassez le PV, quoi. Voilà.
Ce soir-là, les gendarmes n'ont pas vraiment eu l'impression d'avoir donné une leçon aux conducteurs. Dans d'autres pays d'Europe, comme en Angleterre, les amendes sont bien plus élevées qu'en France. Dans certains pays, elles sont proportionnelles au salaire. La raison sans doute pour laquelle les routes françaises sont les plus dangereuses d'Europe, avec celles du Portugal et de la Grèce. Lorsqu'il y a 3 tués en France, il y en a 2 en Italie et un seul sur les routes anglaises et allemandes. À la section de la circulation routière de la gendarmerie, on a compris depuis longtemps que le mauvais comportement des Français au volant n'était pas une fatalité. Il n'y a pas réellement de meilleurs résultats parce que les Allemands sont Allemands et parce que les Suisses sont Suisses. Il y a simplement un système qui permet que l'infraction soit traitée et payée très rapidement. Donc, partant de ce principe, les gens sont beaucoup plus disciplinés. Lorsque ces étrangers roulent en France, ils ont des comportements tout à fait similaires à ceux des Français. Ainsi, les Français ne seraient pas plus mauvais conducteurs que les autres. On peut d'ailleurs toujours trouver pire. En Chine, il y a moitié moins de voitures qu'en France et 100 000 tués sur les routes. Des chiffres qui pour beaucoup de conducteurs semblent virtuels, pas plus réels en tous les cas qu'un jeu. Moi j'ai eu un accident, voilà, j'entraîne tout le monde, le bus, le camion qui arrive derrière, l'autre bus, j'ai tué au moins une 50aine de personnes. Tout ça parce que j'ai été inconscient en voiture. Ces images proviennent d'un nouveau jeu vidéo, l'un des plus vendus actuellement. C'est une course de voiture, mais le but c'est de conduire en chauffard, de rouler à contresens sur les autoroutes et de provoquer des accidents spectaculaires. Tout ce qui est illégal à faire dans la vraie vie, c'est à faire dans le jeu. Là, je dois être à plus de 210 km/h en ville. Les voitures elles me font des appels de phare comme si on les avait en face. En fait, il faut aller très très vite, seulement entre les voitures, c'est être un danger public. On traverse les carrefours, on grille les feux, c'est très très bien fait. Mais c'est très très dangereux aussi. Voilà pourquoi. Là, nous ne sommes plus dans un jeu, mais sur les bords de la Seine à Saint-Denis, où plusieurs conducteurs viennent de jouer leur vie et celle des autres. Cette voiture-école a été poussée dans l'arbre par une autre voiture qui faisait apparemment la course avec une troisième, qui, elle, est dans l'arbre suivant. Le deuxième conducteur qui participait à cette course a, lui, pris la fuite. Le choc a été extrêmement violent. Il s'en est fallu de peu pour que voiture et passagers ne tombent dans la Seine. Le jeune homme qui conduisait cette voiture est légèrement blessé, mais ses jambes sont coincées. Le conducteur de l'auto-école est dans un état grave avec de nombreuses fractures et une hémorragie. Donc là, on va amarrer quand même la voiture, parce que regardez, elle est en équilibre. Donc on va amarrer la voiture pour éviter qu'elle chavire pendant la sortie de la victime. Au niveau du montant ? Vu la violence du choc, vous pouvez voir, hein, avec les poteaux par terre, l'état des véhicules. C'est une route où les gens roulent très vite, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une belle ligne droite. Il n'y a aucun ralentisseur, donc il n'y a aucun moyen de freiner la vitesse des véhicules. Tu fais un bilan dessus, tu fais un bilan avec une fiche bilan. Allez, montez, monsieur, merci. Le passager de la voiture qui faisait sans doute la course est presque indemne, seulement énervé. Rentre. Encore là, ils ont eu de la chance, parce que celui-ci aurait très bien pu tomber dans la Seine. D'ailleurs, en face, il y a quelques temps, il y a un véhicule qui est tombé en Seine et le conducteur a été noyé. Sur la tête de ma mère, j'ai failli aller dans la Seine. Vous alliez dans quel sens, vous? Vers là-bas. En direction d'Épinay? Ouais, après... Le jeune homme interrogé par la police se rend compte qu'il vaut mieux ne pas trop en dire. Non. Vous avez doublé l'auto-école? Je sais pas. Je crois qu'on a essayé de doubler. Et l'autre, là, il nous a emmenés vers le côté gauche. Et au dernier moment, lui, il nous a doublé. Je crois mon copain, il a essayé de revenir par là. Et il y avait l'autre 206, je crois. Et on est parti. Mais c'est l'autre, il s'est sauvé. L'autre, il l'a vu. Si nous avons bien compris, il semble donc que l'on se soit retrouvé avec 3 voitures de front, le jeune homme préférant faire porter le chapeau à celui qui évidemment s'est enfui. Le conducteur de l'auto-école, lui, va s'en sortir malgré ses 9 fractures, mais il ne remarchera pas avant plusieurs mois. Il ne pourra pas demander réparation si la police ne parvient pas à trouver les responsables. Bon, je ne pense pas que la police les retrouve, quoi. S'il n'y a pas de témoins pour décrire, donner leur plaque d'immatriculation, il y a peu de chances pour qu'on les retrouve. En 2001, persuadés qu'il y aurait une large amnistie après l'élection présidentielle, les automobilistes se sont lâchés. Résultat, 70% de tués en plus à Paris. On pourrait croire alors que cette année, faute d'élection,
il n'y aurait aucun pardon et donc des conducteurs plus raisonnables, plus prudents. Eh bien pas du tout. Il suffit de se poster sur n'importe quel carrefour et d'observer. Le résultat donne la chair de poule. Et certains, quand ils s'arrêtent, le font n'importe comment, par exemple sur le passage pour piétons. Il faut dire que cette conductrice est très occupée. Nous la suivons depuis plus de 5 minutes et elle s'est concentrée sur son portable plutôt que sur son volant. Les feux rouges ne semblent pas la concerner. Seul compte son portable qu'elle prend la précaution de cacher lorsqu'elle croise des policiers. Et tout de suite après, elle reprend ses mauvaises habitudes. Quelques minutes plus tard, cette jeune femme qui conduit comme une kamikaze se gare, à sa façon, et bien sûr, sur un bateau. Nous n'avons pu résister à l'envie de lui demander alors ce qu'elle pensait de sa manière de conduire. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser une petite question? Non. S'il vous plaît, juste une petite question. Qu'est-ce que c'est? Arrête de me filmer. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne conductrice, madame? Vous m'entendez? Non. Le comportement de la dame au caniche peut paraître caricatural. Il est pourtant à l'image de bon nombre de conducteurs. Du coup, un tué de la circulation sur 3 à Paris est un piéton. Autant dire que traverser une rue à Paris réclame attention et prudence. Des conducteurs pressés qui prennent le risque de perdre leur permis, il y en a énormément. Beaucoup prennent également le risque de faire perdre des vies. Nous sommes avec les policiers du service central des accidents. 15 rue Liancourt sur le 14e pour un AVP grave, piéton renversé par véhicule. AVP, c'est-à-dire accident sur la voie publique. C'est une dame âgée qui s'est fait renverser par ce camion poubelle. Les urgentistes du SAMU viennent de la dégager des roues du camion. Son état est très grave. Apparemment, ça serait un piéton âgé d'une 60 à 70 ans qui était renversé apparemment sur le passage piéton par le camion de la mairie de Paris. Camion poubelle. Bon. De toute façon, vous êtes venu après, quoi. Vous êtes venu en voiture. Le chauffeur de la benne à ordures affirme qu'il n'a rien vu, rien entendu. Mais il se rend compte soudain de ce qui vient de se passer. Ah putain. Il est choqué, hein. Bah, apparemment, il est très choqué par ce qui vient d'arriver. Fait un malaise. Donc là, il part à l'hôpital Cochin pour examen psychologique. Là, j'accompagne toi de les... Le lieutenant Avant qu'on lève, vous aurez encore des mesures à prendre ou pas? Lieutenant, comment elle va là, la dame là? Son état est sérieux. Hein, sérieux? C'est quoi? C'est la jambe? Il y a la jambe, voir la tête, et puis le reste après c'est l'aspect radiographique. Donc polytraumatisme. Ouais, et la jambe, elle est dans quel état? En fait là, on l'a emballé, donc je serai assez allé. Bon monsieur, vous êtes apparemment, vous avez été témoin de l'accident, non? Non, je ne suis pas témoin de l'accident, je suis arrivé juste après l'accident. J'étais le premier sur les lieux. J'ai vu que cette femme était sous le camion, qu'elle était consciente, puis les pompiers sont arrivés immédiatement, ils ont pris le relais. Les amis peuvent réparer la plaque d'amortissage. Donc Franck, tu as qui là, s'il te plaît? Les 2 Reapers derrière. Ça c'est les 2 Reapers, ça n'a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu l'accident ou pas? Bah non, j'ai juste entendu le bruit, quoi, c'est tout. Bah oui, bien sûr. Les habitants du quartier sont sous le choc. Tout le monde connaissait la vieille dame. La petite dame qui a la canne. Oh non, madame. Mais justement, ils veulent savoir si elle a une fille. Oui, elle a une fille. Je sais pas où elle habite, moi. Oh. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Le camion lui a roulé dessus. Non, la pauvre dame, hein? La pauvre dame, quand même. Hein. Non, mais au lieu de convoquer les personnes âgées à la mairie, 91 ans, on les convoque pas, elles sont handicapées, on leur livre leur boîte de chocolat et puis c'est fini, bordel. Parce qu'elle a été convoquée à la mairie? Ben, bien sûr.
pour retirer sa boîte de chocolat pour les fêtes de fin d'année. Vous vous rendez compte? Madame, bonjour. J'ai pris l'identité, déclaration des témoins. D'accord. Je suis en train de les remettre au propre. Et voilà. Donc, vous avez vu quoi alors? À peu près en gros? Ah ben moi j'ai vu qu'il roulait dessus. Hein. Et je fais signe au conducteur parce que je voyais la dame petit à petit qui s'approchait. Et lui, il ne voyait rien du tout. J'ai crié, et puis la dame, elle est passée par-dessus. Je la connais, c'est ma voisine de palier. C'était ma voisine de palier. D'accord. L'ambulance emmène la vieille dame aux urgences. Son état est inquiétant. Dans le camion, tu le mettras là. Les policiers essaient de comprendre comment le chauffeur de la benne a pu ne pas la voir lorsqu'elle s'est engagée sur le passage pour piétons. Vous voyez là, quand mon collègue qui se trouve dans l'angle mort, donc debout, angle mort avant droit du camion, il est quand même perçu par le rétroviseur de pare-brise. Seulement le chauffeur a 6 rétroviseurs à surveiller et en plus un écran vidéo. Donc la caméra là c'est pour avoir une vue sur l'arrière de la benne. Ça fait beaucoup de choses à regarder. Je dirais même que ça fait un peu trop. C'est l'audition du chauffeur qui devrait leur permettre de comprendre ce qui s'est exactement passé. Ce qu'ils savent, c'est que les piétons victimes des automobilistes sont d'abord des personnes âgées. Camion benne de la ville de Paris qui a roulé sur une mamie. Une de plus, hein, n'est-ce pas? Décidément. En ce moment, c'est la série. Hein. Ça va, monsieur? Mieux? Ça va, un peu mieux. Ouais. Là, vous vous sentez comment en état de... Vous allez pouvoir me raconter ce qui s'est passé? Oui. Oui. Je peux qu'il m'a raconté. Ouais. L'an dernier, à Paris, 21 piétons âgés de plus de 60 ans ont été tués par des voitures. Oui, monsieur, c'est ça, un accident, c'est une petite inattention et... On fait attention. Bah oui, mais... En fait, c'est une accumulation d'incidents qui a rendu le chauffeur moins attentif. On lui avait remplacé son camion habituel en panne par un plus ancien et une voiture mal garée l'avait obligé à changer d'itinéraire. Et du coup, il avait pris beaucoup de retard. Là, déjà au départ, vous partez avec une demi-heure de retard. Donc, est-ce que cette demi-heure de retard vous est préjudiciable de la collecte, là, c'est-à-dire Ah oui, si on part une demi-heure de retard, c'est sûr que... C'est-à-dire que là, il vous reste 2 heures, donc pour traiter les ordures, vous n'aurez pas pu tout faire toute votre tournée, d'accord? Est-ce que vous avez des nouvelles de la dame? Oui, donc son état de santé est quand même relativement grave. Elle a sa tension artérielle qui est tombée à 5, donc là, elle est partie donc, en urgence au bloc opératoire. Elle aura au minimum donc, une amputation de la jambe. Mais il y a un risque de décès très très important. Là. Le policier doit informer le chauffeur de l'état de la vieille dame. Mais les mauvaises nouvelles ne sont pas faciles à annoncer. Donc si jamais, éventuellement, si par malheur, donc la victime venait à décéder, par exemple, enfin non, on va pas... Non, monsieur, attendez, monsieur, attendez. Monsieur. En cas de décès de la vieille dame, le conducteur serait à nouveau convoqué, mais il ne risque qu'une amende et quelques points de moins sur son permis. Voilà, donc on imprime, vous allez relire, je vais vous rendre votre permis, monsieur. Là, sinon, vous vous sentez comment, là? Vous vous sentez responsable de l'accident ou vous vous sentez comment, là? Comme ça, entre nous, là? Ah non, je ne me sens pas responsable. Non? Non, sincèrement, je suis en faute, j'hésiterai pas à le dire. Et non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ben lui, il ne se sent pas du tout responsable de l'accident. Il ne comprend pas comment cette dame s'est retrouvée là sur le passage piéton. Mais là, plutôt que de regarder dans ses rétros, il aurait peut-être dû regarder en fait, dans son pare-brise ou dans la vitre latérale droite. Peut-être qu'il aurait vu la dame s'engager sur le passage piéton. La vieille dame n'a pas survécu à l'intervention. Le chef de service du chauffeur est venu le chercher, mais la place qu'il avait choisie pour garer sa voiture montre que le drame, qui vient de se dérouler, n'est pas une leçon. Le respect du code de la route, le respect des autres, ne sont pas des pratiques qui s'acquièrent spontanément, c'est la conviction du capitaine Colori. Il est responsable de la sécurité routière du département des Yvelines, et pour lui, la plus grande criminalité, c'est celle-là. Il n'y a aucune délinquance en France qui fait autant de morts. Donc, on met les moyens pour lutter contre les criminels sur le bord de la route. Les gens disent, vous feriez mieux être ailleurs. Mais non, on est là parce qu'il y a 8000 morts. Il y a des gens qui utilisent la route comme un terrain de jeu. Moi, c'est mon travail, la route. Et il y a des fautes qui ne me font pas rire du tout.
Ce qui révolte particulièrement l'officier, c'est le comportement des conducteurs de deux roues. Sur sa mobilette, avec sa façon de conduire, sa durée de vie doit être de 3 mois à peu près. J'ai contre les motards qu'ils ont un petit peu trop tendance à se sentir impunis sur la route. Dans la région parisienne, la moitié des tués de la circulation sont des conducteurs de moto. Les livreurs de pizza, c'est affreux. Ils roulent sur le trottoir, ils remontent les sens interdits. Je crois que pour eux, le seul objectif, c'est que la pizza arrive chaude. Hein. Mais ce qui risque d'être froid à la fin de la journée, c'est eux. Le capitaine pense que seule une répression sans faille peut sauver des vies. Il a sa méthode pour faire la chasse au comportement dangereux. Et là, on est en voiture banalisée, donc les gens ne se méfient pas du tout. Et vous allez voir le nombre d'infractions. Vous avez vu, on en a vu au moins 3 depuis qu'on est parti, et on a fait 2 km. Quelques centaines de mètres devant sa voiture, des motards roulent dans le même sens. Il est en liaison avec eux. Le monsieur derrière me colle au train. L'Opel Zafira, il ne ralentit pas du tout pour respecter les distances de sécurité. Il se colle à la voiture qui est devant lui pour forcer la voiture qui est devant lui à se rabattre rapidement. On va signaler l'Opel Zafira au motard. Derrière vous, une Opel Zafira verte, foncée. Monsieur là, gendarmerie nationale, vous pouvez me présenter les papiers du véhicule, s'il vous plaît, c'est votre permis de conduire. Les gens n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, on mène une guerre sur le bord de la route contre ce que moi j'appelle le terrorisme routier. Un radar vient d'enregistrer une voiture à 156 km/h. Tous les ans, environ 8000 morts. C'est 2 fois le World Trade Center. C'est toutes les semaines l'équivalent d'un Concorde qui s'écrase sur la route. Les motards ont intercepté le conducteur qui roulait trop vite. Donc là, vous rouliez à 156 km/h pour 100. Et la limitation passe de 110 à 100 dès que les conditions pluie, brouillard et neige sont présentes. C'est pas possible de faire un effort. Non. Je fais déjà un très gros effort, je vous sauve la vie. Je peux pas en plus vous sauver le permis. Le jeune conducteur semble ne pas comprendre que les règles sont également faites pour lui. On va pas s'entendre. On va pas s'entendre. Non. Je vous emmène à 200 km/h sur un vol. Non, vous allez dire, il n'y a aucun risque. Vous êtes en train de me convaincre de prendre mon téléphone très rapidement dans l'après-midi, de téléphoner à la préfecture et de dire celui-là, il faut me l'enlever au moins 6 mois de la circulation. Vous, quand on vous le redonnera, vous recommencerez? Je roulerai à ma vitesse, je suis désolé, je vais pas vous mentir. Très bien. Mais je vais pas vous raconter de bêtises. Je suis content de le savoir. On peut se demander si la répression est la seule solution. Le capitaine de gendarmerie n'a pas d'hésitation. Ça marche quand vous voyez que depuis le début de l'année, sur le département des Yvelines, il y a 48,88% de tués en moins par rapport à la même période de l'an dernier. Ça marche. Quand vous voyez que sur 10 mois, j'ai près de 60 accidents de moins, ça marche. C'est motivant. Et c'est vrai qu'il a de quoi être fier. D'après les statistiques, le capitaine et ses motards ont sauvé 15 vies en un an. Mais si des progrès sont réalisés dans quelques régions de France, il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, dans le contrôle de l'alcoolémie, le fameux ballon. Beaucoup de gens ont des doutes sur son efficacité. C'est le cas de ceux qui ont été victimes de cet homme. Il y a un an, il a tué en perdant le contrôle de sa voiture sur la Nationale 5, près de Dijon. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été jugé. Personne ne lui a retiré son permis, il conduit. Il y a un an donc, vers 13h un vendredi, il est parti de la même façon, mais il s'est arrêté chez un ami pour déjeuner. En guise d'apéritif, il boit 2 whisky. Il affirmera n'avoir rien bu d'autre pendant le repas. Pourtant, vers 17h, à la tombée de la nuit, quand il reprend sa voiture pour rentrer chez lui, il n'est pas en état de conduire. En arrivant dans un virage, il ne maîtrise pas sa voiture. Il en perd le contrôle, il donne un coup de volant trop brutal et percute la voiture de Gabriel Libert, un père de 3 enfants, qui rentrait seul de son travail. Le chauffard prétend ne se souvenir de rien. La femme de Gabriel Libert, Béatrice, était enceinte de leur 4e enfant au moment des faits. Elle n'a rien oublié. En fait, c'était un vendredi 14 décembre. Mon mari a accompagné les filles à l'école et la dernière phrase que je lui ai dite, c'était à ce soir.
On s'était donné rendez-vous à la maison à 6h. Et puis c'est vrai qu'à 8h du soir, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Et à 8h15, j'ai reçu un coup de fil des gendarmes me disant que mon mari avait eu un accident. Et après, ça a été très vite puisque mon mari a été opéré dans la nuit et il est décédé 4 jours plus tard. Gabriel Libert avait 37 ans. Il n'a jamais connu son petit garçon né 5 mois après son décès. Et une voiture lui est rentrée dedans, ça c'est ce qu'on m'a dit. Et après, j'ai su qu'effectivement, c'était une voiture qui roulait à gauche, a priori très vite. Et en plus de ça, avait un comportement anormal. Un comportement anormal qui avait attiré l'attention d'une conductrice qui roulait derrière lui. Elisabeth Vosso avait été impressionnée par ce qu'elle avait vu ce soir-là. Alors donc là, je le suivais en entrée de Sampan. Et là, il a donné un petit coup de volant. Ici, là. Il a dû prendre peur parce que bon, la voie rétrécit. Donc il a donné un petit coup de volant. Bon, il s'est rattrapé. Je dis tiens, bizarre. Et puis là, il est monté sur le trottoir, là. Il y avait une voiture en stationnement. Il est passé à quelques centimètres de la voiture. Hein. Donc évidemment, il est allé à gauche, ici. Il est retourné à droite. Et puis encore à gauche. Il a rasé la pancarte, là. Et tout ça sans freiner. Hein. Vous imaginez la voiture, comment elle a pu faire. Hein. Ah je me suis dit qu'il avait de l'alcool dans le sang. De l'alcool dans le sang. Le comportement dangereux du conducteur le laisse supposer. Dans l'heure qui suit, les gendarmes effectuent un dépistage d'alcoolémie sur l'auteur de l'accident. Le résultat est négatif. On ne peut pas savoir si c'est quelqu'un qui avait bu, dans le sens où l'alcoolémie, a priori, s'est révélée négative. Ce qu'on sait, c'est que c'est une personne qui avait bu quand même de whisky à 2h de l'après-midi, puisqu'elle le dit elle-même. C'est une personne, soi-disant, qui n'avait pas l'habitude de boire. Donc c'est vrai que moi, je me pose la question de savoir comment on peut prendre 2 verres de whisky à 2h de l'après-midi quand on ne boit jamais. Enfin, c'est pas ma vision des choses sur ne jamais boire d'alcool. Le lendemain, où son épouse a appelé demandant si je savais s'il y avait ou non de l'alcool. Et quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'alcool, effectivement, elle a eu l'air soulagée, mais c'est la première chose qu'elle m'a posée comme question. Donc, bon, ceci dit, c'est vrai que l'alcoolémie s'est révélée négative, mais j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment toute la vérité, puisque ce contrôle d'alcoolémie, on ne sait pas dans quelles circonstances il s'est fait. Autre témoin de l'accident qui a suivi ce qui s'est passé ensuite, ce jeune homme. Il était au volant de la voiture grise qui suivait celle de Gabriel Libert. Et les gendarmes sont arrivés avec un ballon, donc ils ont fait souffler monsieur. Et ensuite, ils m'ont fait souffler moi. Les résultats, moi j'avais bu du Coca-Cola, donc moi c'était négatif. Lui, on m'a dit que c'était négatif aussi. Alors, et ça vous a surpris? J'étais surpris à cause de l'odeur. L'odeur, c'était une odeur de pastis ou de whisky, mais bon, une odeur d'alcool, quoi, fort. Mais... Le ballon qui ne détecte pas la présence excessive d'alcool, Maître Collard affirme que c'est fréquent. Elle est, précisons-le, l'avocate de Madame Libert. Le test du ballon n'est pas fiable, tout le monde le sait, tous les experts le savent. Il y a à l'heure actuelle d'ailleurs certains gendarmes et certains policiers qui refusent de faire des tests au ballon. Eh bien, nous avons décidé de vérifier avec les mêmes ballons que ceux des gendarmes. Alors, ce que j'ai bu, ça fait 3 litres de bière. 18 ans. Je crois que j'ai bu des petits chipots. Et avant de venir, on a bu une bouteille de rouge à 2. Et voilà. J'ai bu 3-4 verres de vin rouge et 4 pains. 4-5 verres de bière, 4 fois 50 centilitres de bière. Donc ça fait 2 litres environ. Cette bande de joyeux fêtards a accepté de se prêter à notre test. C'est intéressant. On a noté l'alcool dans le sang, mais comme on tient plus, on aurait... Alors jaune, ça veut dire que je peux prendre le volant. La limite est dépassée lorsque les cristaux jaunes du filtre deviennent verts dans la partie supérieure. Le test est négatif. Donc j'ai le droit de conduire. Suivant le test, j'ai le droit de conduire. Ouais, j'ai l'impression. Le premier test est négatif. Pour le deuxième, rien ne se passe. Ça marche jamais avec moi, ces trucs-là. Non, c'est vrai. Hein. Limite, voilà, je peux y aller. Ouais, je fais une bourre, alors j'y vais. Je vais prendre la bagnole et j'y vais à fond. Donc ça donne quoi? Non, c'est en dessous du trait, on le voit bien. Hein. C'est négatif. Mais j'ai jamais soufflé en fait, c'est la première fois que je souffle et effectivement c'est pas fiable.
Il y a ton papa Du tout tout, seul quoi. maintenant. Et là, avec tout ce que tu as bu, ça t'empêche pas de prendre le volant. Voilà, le problème c'est ça. Je dépasse pas, même sur l'autoroute, je dépasse pas les 110, 120. Parce que là, tu vas prendre l'autoroute? Ouais. Le périph', autoroute et... Non mais ça va, je fais pas de super bourré nous aussi quoi. Et je suis négatif au test du ballon. C'est la prévention routière tout ça. Depuis des années, le professeur Go fait partie de ceux qui se battent contre l'alcool au volant. Dans les contrôles d'alcoolémie, il y a un scandale, c'est de continuer à utiliser les ballons. Parce qu'on sait qu'en laboratoire, ça marche bien, mais dans les conditions réelles d'utilisation, le froid, l'hiver, les phares d'un véhicule de police pour contrôler un changement de couleur, l'interprétation est difficile. Le résultat, il y a 2 fois moins de tests positifs avec le ballon qu'avec l'éthylotest électronique. On est donc dans une situation scandaleuse puisqu'il n'y a pas d'égalité des citoyens devant la loi. Plus sérieusement qu'à la sortie d'un bar, nous avons voulu vérifier dans de bonnes conditions les réactions des ballons et des éthylotests en fonction de doses précises d'alcool absorbé. Nos 2 cobayes, un homme de 37 ans, 1,80 m pour 80 kg, et une femme de 25 ans, 1,60 m et 50 kg. Nous leur avons fait partager à égalité une bouteille de vin, 37 centilitres et demi chacun. Chacun a également mangé normalement. Résultat pour la femme, les cristaux du filtre verdissent au-dessus de la limite. Pas pour l'homme, qui reste négatif. Les humains ne sont pas égaux devant une consommation d'alcool identique. Il y a un certain volume dans lequel se dilue l'alcool. Donc, une femme de faible poids aura une alcoolémie et des effets psychiques, des modifications de comportement beaucoup plus importantes qu'un homme de 80-85 kg qui dilue l'alcool dans un volume plus grand. Ensuite, nous avons voulu voir au bout de combien de verres de whisky notre cobaye masculin allait franchir la limite. Après le premier verre, notre cobaye avoue qu'il ne se sent plus en état de conduire. Le ballon est pourtant négatif. L'éthylotest est au-dessous de la limite de 0,24 mg qui est celle qui ne doit pas être dépassée. Un deuxième verre et l'éthylotest est formel, positif. Par contre, côté ballon, on ne voit rien. Le test semble négatif, en tout cas rien de très convaincant. Je dis depuis 1985 qu'il faut supprimer le ballon et on va arriver à supprimer le ballon. J'aurais donc réussi, après une vingtaine d'années d'explications pour tenter de convaincre les décideurs publics que c'est un bon investissement d'acheter des éthylotests électroniques. Palais de justice de Dijon, le jour où l'homme qui a tué Gabriel Libert va être enfin jugé. Vous appréhendez pas le moment où vous allez le voir? Pourquoi? Parce que, en même temps, j'ai envie de le voir et en même temps, j'ai peur aussi des réactions, quoi. J'ai un peu peur d'avoir envie d'être... ça va me faire remonter plein de choses, ça va me faire visualiser l'accident, ce que j'ai toujours imaginé depuis 9 mois, donc c'est vrai que j'appréhende. Elle ne le connaît pas, pourtant c'est lui qui attend maintenant près de la porte. En fait, avec son test du ballon négatif, il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Béatrice Libert souhaite que le tribunal décide un supplément d'enquête pour que ce test négatif ne fasse pas pencher la balance. Pendant l'audience, le procureur de la République n'a demandé que 5 mois de prison avec sursis. Il y a une décision qui sera rendue le 29 octobre pour savoir si le supplément d'information ou pas aura lieu. Et puis la mauvaise foi caractérisée. Parce que lui n'a rien dit, lui il a une tête, on l'a vu tout à l'heure, il a une tête, je ne qualifierais pas la tête qu'il a, mais il n'a rien dit, il n'y a pas eu un mot, pas un geste. Par contre son avocat estime qu'il n'y a pas eu de faute. Bon, je sais bien qu'il fait son boulot, mais je ne sais pas comment on peut se regarder en face dans la glace en racontant des inepties. Elle a complètement raison d'être écœurée. Est-ce que c'est classique? J'ai envie de vous dire que
C'est malheureusement relativement habituel qu'on ait des réquisitions de ce type, mais qu'il ne faut pas non plus oublier de dire qu'il y a quand même une réelle prise de conscience de la magistrature en règle générale, et qu'aujourd'hui, dans certains cas, ne serait-ce que lorsqu'il y a mort avec excès de vitesse, il y a de la prison ferme. Donc je pense que dans le cas spécifique de Madame Libert, les réquisitions du parquet sont scandaleuses. Ce qui ne veut pas dire que le tribunal les suivra. Le procureur n'avait demandé que 5 mois avec sursis. L'homme a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. La prise de conscience des dangers de l'alcool se fera sans doute par la répression. Mais certains pensent qu'ils peuvent aussi apporter leur contribution, comme cette boîte de nuit de Tours qui a accepté que des jeunes victimes viennent témoigner. Cindy, tu peux te présenter et puis tu peux dire ce que tu as à dire. Cindy va lire la lettre qu'une de ses amies morte dans un accident aurait pu écrire à sa mère. Je suis allée à une soirée, maman, et je me suis souvenue de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit de ne pas boire, maman. Alors, je n'ai pas bu. Maintenant, tout le monde prend le volant. J'ai commencé à conduire, maman, et comme je sortais pour prendre la route, l'autre auto ne m'a pas vue, et elle m'a frappée. Je suis étendue sur le pavé, maman. J'ai entendu le policier dire que l'autre garçon était sous. Et maintenant, je baigne dans mon sang, maman. Le garçon qui m'a frappée marche, et je ne crois pas que ce soit juste. Quelqu'un aurait dû lui dire de ne pas conduire quand il avait bu. Ma respiration devient de plus en plus courte, maman, et j'ai peur. J'ai une dernière question, maman, avant de te dire adieu. Je n'ai pas bu avant de conduire, alors pourquoi suis-je celle qui meurt? Voilà. Merci, la soirée continue. Allez, bonne soirée à tous et merci à Cindy et à son ami. Entre une répression qui s'annonce beaucoup plus sévère et une majorité de conducteurs qui semblent avoir pris conscience qu'il était temps d'arrêter de prendre des risques, on peut espérer que moins de jeunes filles et de jeunes gens perdront la vie sur la route.